Coucou toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art and Books. Aujourd'hui, petit vlog slash critique littéraire d'un livre. On va parler de l'une de mes anticipated release, sorties anticipées, je sais pas trop comment on dit en français, de la rentrée littéraire. Ça va être La prophétie des sœurs serpents de Isis Labo Caberia. C'est ça. Donc aux éditions Slalom. Tu dois t'en rappeler si tu as vu la vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je la mets là. Tu devrais aller la voir. Je vous ai fait toute une sélection de la rentrée littéraire. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je n'aime pas trop recommander des livres que je n'ai pas lus. Bon, je sais que le contexte de la rentrée littéraire fait que, voilà, le concept même, c'est de repérer des livres qui ont l'air intéressants et d'en parler, oui. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin et de lire un maximum des livres que j'ai essayé de mettre en avant, tout simplement pour vous. À commencer par celui-là, qui était celui qui me donnait le plus envie, et j'ai eu l'immense honneur de le recevoir de la maison d'édition. Ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, je pense que la vidéo que j'ai faite sur les sorties de la rentrée littéraire afro, plus le post que j'ai fait, et dans les deux publications, j'ai dit celui-là, je le veux trop, je le veux trop. Je pense que la maison d'édition en a eu vent. Parce que l'autrice en a eu vent en tout cas. Et du coup, j'en ai tellement parlé sans même l'avoir lu qu'ils m'ont dit du coup, tu voudrais le recevoir? Et j'étais en mode oui. Voilà, c'était la petite anecdote. J'ai reçu ça de la maison littéraire, n'importe quoi, de la maison d'édition. Merci beaucoup aux éditions Slalom. Pour le coup, c'est la première fois que je reçois un livre de leur part et je suis trop chanceuse que ce soit celui-là parce que je sais pas pourquoi je suis persuadée que je vais l'aimer. Je vais mettre des timestamps pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas intéressé par la partie vlog, sauter directement sur la partie complètement critique sur laquelle je vais revenir sur mon avis sur l'ensemble du livre, sur mes sentiments et je vais vraiment essayer de faire un avis critique en dehors de j'ai aimé, j'ai pas aimé. De toute façon, j'espère que vous avez remarqué que je n'aime pas ce type d'avis littéraire. J'essaie toujours d'essayer mes avis, vous dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé les différentes parties et essayer d'avoir à la fois forcément le côté subjectif qui va bien et qui fait que je suis moi, c'est-à-dire mes goûts, et un côté objectif en essayant de comparer avec toutes mes lectures avant et tout ce qui se fait sur le marché. Voilà, je vous conseille quand même de regarder l'ensemble de la vidéo, c'est-à-dire la partie vlog. Donc déjà pour le synopsis, on va suivre 4 personnes, pardon, 4 jeunes filles, mais je vais vous parler d'une. C'est celle qui est mentionnée le plus dans le synopsis, oui. On va suivre Naila. Je vérifie qu'elle s'appelle vraiment Naila. Oui, elle s'appelle vraiment Naila, qui va devoir aller, bon, dans les temps contemporains, je crois que c'est en 2020 ou 2016, je sais plus, 2016, je crois. Elle va devoir aller en Martinique, je dis bien devoir parce qu'elle n'a pas trop envie, pour l'été, et elle va passer l'été avec sa grand-mère. Naila est d'origine martiniquaise, en tout cas sa mère est martiniquaise, mais sa mère a quitté la Martinique il y a déjà 20 ans. Naila a une quinzaine d'années, elle n'aime pas spécialement la Martinique, pour elle c'est pas une île paradisiaque, pour elle c'est juste une île pleine d'ennui où il y a des moustiques, voilà. Donc elle aime pas trop passer l'été là-bas. Sauf que cette année, quand elle va y aller, il y a des choses qui vont se passer et elle va découvrir beaucoup de choses sur l'histoire de ses terres d'origine, notamment tout ce qui est colonisation et autres peuples qui ont pu peupler, j'allais dire le pays, mais la zone en fait, l'île, tout simplement. Et ancré dans l'histoire de Naila, on va rencontrer 3 autres jeunes filles. Funmilayo, qui est une prêtresse Yoruba déportée sur l'île comme esclave. On va avoir Nonum, que j'adore, qui est en fait une jeune chamane Kalinago. Donc Kalinago, c'était les peuples autochtones. Enfin, c'était, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y en a encore beaucoup, en tout cas en Martinique, qui est la terre où ça se passe. Mais donc je vais dire c'était, mais je suis pas en train de dire qu'ils ont disparu, je ne pense pas d'ailleurs, mais là on est dans le contexte de la Martinique. Donc c'est une chamane Kalinago, et on a une troisième, ouais, Rosen, qui est une paysanne bretonne qui va arriver dans la colonie après avoir été accusée de sorcellerie. D'ailleurs, le synopsis il est un peu spoiler, je vous le dis, parce que moi je suis même pas arrivée à la partie où on accuse Rosen de sorcellerie. Donc je viens de me spoiler étant donné que j'avais pas lu le synopsis, c'est super. Bref. Voilà, on va parler de ça. Moi, j'ai lu les 7 premiers chapitres. Je suis là à la page 65 sur 400 pages à peu près. Et pour l'instant, ça me tend les nerfs. Je vais vous dire tout de suite, ça me tend les nerfs. C'est le type de lecture qui me tend les nerfs de par l'histoire. Parce que
elle est empreinte de violence. On va se balader de point de vue en point de vue et forcément, par exemple, le point de vue de Nonum, je vérifie, oui, Nonum, et le point de vue de Funmilayo, pardon, sont deux points de vue empreints d'énormément de violence parce que ce sont des personnes qui font partie de peuples qui se font asservir par les colons blancs occidentaux. La partie où je suis, ils ne sont pas encore complètement asservis et ils voient la chose venir tout simplement. Et il y a Rosen aussi qui est accusée de sorcellerie à cause d'une particularité qu'elle a sur son visage. Je ne sais pas si vous allez voir, si ça veut bien faire le focus. Voilà, le focus, pardon. Ici c'est Rosen et vous voyez bien qu'elle a une tache un petit peu rougeâtre ici. Donc voilà, ça se passe en 1600. Disons que les trois points de vue anciens qu'on voit se passent en 1600 et on a Nayla qui est la seule qui se passe, dont l'histoire se déroule en 2016. Pour l'instant, ça me tend les nerfs parce qu'il y a énormément de violence contre les femmes. En plus, on suit 4 femmes. Donc voilà, Nayla même qui est en 2016, déjà elle m'énerve par son comportement et par l'image qu'elle a de son île. Mais je me rends bien compte que l'autrice a décidé de dépeindre des personnages qui ont existé et qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes personnes d'origine caribéenne, dans son cas en tout cas, qui ont une très mauvaise image et qui n'ont pas envie de rentrer dans leur île. Enfin, pas forcément pour s'installer, mais qui ne veulent pas en entendre parler tout court. Et c'est vraiment le cas de Nayla. Et le fait d'essayer d'être complètement parisienne, c'est-à-dire que elle se revendique en fait francilienne, etc. Bah, ça n'empêche pas les gens de se moquer d'elle en tant que martiniquaise. C'est-à-dire qu'on va lui dire parle-nous un peu en martiniquais pour qu'on rigole un peu, tu vois. Ou ah ouais, tu écoutes ça, toi, je pensais que tu écouterais du Francky Vincent. Enfin, plein de trucs, vous verrez que j'ai mis des petits post-it. Non, vous verrez rien parce que c'est trop clair, mais c'est des post-it jaunes. J'ai mis des post-it roses et des post-it jaunes, sachant que les post-it roses, c'est là où je peux relate parce que ben, je suis une femme noire en France, même si j'ai pas grandi ici. Et les post-it jaunes, ce sont les post-it où on décrit physiquement nos personnages principaux. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un fan art, j'ai envie de faire une peinture. Je sais pas encore si je vais le faire, mais au début je me disais juste que j'allais m'inspirer de ça parce que quand même, les voilà. Mais je me suis rendu compte quand on a décrit Funmilayo, qui je pense est celle-là. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est celle-là. On a dit qu'elle a une peau nuit noire. Sauf que sur la couverture, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Et pour moi, cette personne-là, elle n'a pas une peau nuit noire. Surtout que la personne qui dit qu'elle a une peau nuit noire, c'est elle qui est notre personnage principal, Nayla. Et elle est plus claire. Donc je me dis, bon, je suis pas en train d'accuser la personne qui a fait le graphisme de la couverture ou quoi, mais je suis juste en train de dire, par rapport aux descriptions de l'autrice dans le texte, pour moi, ça, c'est pas une peau nuit noire. Donc j'ai essayé de taber un peu partout, comme ça, moi, j'aurais, en tout cas, je pourrais me faire une image personnelle de nos différents personnages. Ça se trouve, c'est pas du tout Funmilayo et je suis en train de me fourvoyer complètement. Fourvoyer, pardon. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais revenir au cours de la semaine. Aujourd'hui, on est lundi. On est le 25 septembre. Samedi qui arrive, il y a une rencontre avec l'autrice qui est organisée par une librairie, je sais plus, librairie salon de thé de ce que j'ai compris. Et je ne compte pas rater cette rencontre. Donc, je vais essayer de finir le livre d'ici là pour vraiment pouvoir en discuter, bien sûr sans spoiler, parce que je pense que dans l'audience, il n'y aura pas que des personnes qui auront fini, mais je pense que j'aurai plus de questions et plus d'interrogations si j'ai fini le livre. Et peut-être qu'à la fin de ce vlog, enfin à la fin de la partie vlog, je vous mettrai un petit peu des images en fait de la rencontre qu'on a eue avec l'autrice. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je te dis bah à une prochaine pour un nouvel update. Mais so far so good, même si ça me déchire le cœur. Ça y est les gars, je l'ai terminé. J'ai terminé la prophétie des sœurs serpents de Isis Labo Caberia. Je dirais même que je l'ai enfin terminé. Et ne vous détrompez pas, je ne dis pas ça parce que je n'ai pas aimé le roman. Je dis ça parce que j'ai allongé ma lecture, mais maximum. J'avais pas envie de le finir et en même temps j'avais peur de le finir. C'est assez particulier. Bref, on va partir tout de suite sur ma revue finale critique slash à chaud du livre. Je pense que pour ceux qui regardent mes vidéos depuis quelques temps, vous avez l'habitude, j'ai tendance à diviser mes chroniques en plusieurs parties. Je parle souvent de la plume de l'auteur, de l'autrice ou de l'auteurice. Je parle souvent des thèmes généraux que tu vas retrouver dans le livre avant de te dire mon avis final sur les caractères, l'histoire et qu'est-ce que j'ai pensé de façon générale. En fait, ce livre est un coup de cœur
mais je ne l'ai pas adoré parce que je n'aime pas souffrir, comme je l'ai dit sur Instagram. Déjà, on va garder cette partie globale là pour la fin et je vais te parler un peu de l'aspect pseudo-objectif avec toute l'humilité du monde. Je ne suis pas du monde du livre, je ne suis pas moi-même écrivaine, donc d'où je vais juger la plume d'une autrice, mais je vais le faire quand même. Alors, la plume de l'autrice, donc de Isis Labo Caberia, selon moi, est accessible à tout le monde. Elle est relativement simple. Elle va inclure un langage, un vocabulaire qui est propre au peuple qui sont cités et qui font partie de ces histoires. Bien heureusement pour nous, la plupart de ces mots sont traduits. Pour autant, c'est vrai que vous vous rendrez compte que on nous immerse en fait dans une époque, dans un âge, et là je parle de l'âge du protagoniste principal, de la protagoniste en vrai principale, c'est une jeune fille. Parce qu'elle a un certain âge, elle a un certain vocabulaire. Pareil pour les coprotagonistes, c'est-à-dire les personnes qui sont à des époques différentes. Toutes ces personnes-là sont à des époques différentes et du coup ont un langage assez différent et tu peux reconnaître en fait tout ça dans l'écriture. Ce que je trouve très bien et très important. Pour autant, il n'y a rien de pompeux, c'est accessible à tout le monde. C'est très straightforward, ce qui doit être dit est dit et en fait... l'autrice a écrit comme si les personnes nous parlaient à nous directement, c'est-à-dire que c'est comme des conversations entre potes. Il n'y a rien de très travaillé du côté pompeux du terme. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc ce n'est pas spécialement onirique, ce n'est pas spécialement, j'allais dire féerique, mais c'est pas le mot imagé avec des mots super élaborés, etc. Alambiqués même, je dirais. Mais pour autant, ça fait le taf. Ça fait très bien le taf même. Moi, j'ai réussi à m'imaginer tous les paysages dans lesquels on était. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais visité la Martinique, ni les îles Sœurs de la Martinique d'ailleurs, qui lui ressemble peut-être beaucoup. Pour autant, j'ai réussi à m'imaginer beaucoup de choses dans ce livre. Je n'ai eu aucun souci. Donc ça, c'est mon retour sur l'écriture. Ensuite, sur les personnages, il faut savoir que l'autrice, en fait, je pense, a pris des risques. On est dans une histoire qui va s'ancrer dans une grande histoire, grand H, qui est très douloureuse, c'est-à-dire la traite des Noirs, l'esclavage, le génocide contre un des peuples, en tout cas, amérindiens, ici. Donc les Kalinago dans le livre, il y en a eu plusieurs, on le sait. Dans tous les cas, un génocide, donc la traite des Noirs. Dans une moindre mesure, on a le côté, j'ai oublié comment on appelle ça, mais le fait de traiter les femmes de sorcières pour peu qu'elles s'y connaissent en plantes. Et là, je parle de femmes blanches, y compris, je ne suis pas en train de parler que de race. On a un personnage qui est Kalinago, Nonu. On a un personnage qui est noire, prêtresse du Nigeria, donc c'est Funmilayo. Et on a un troisième personnage, Rosen, qui est bretonne et qui se fait traiter de sorcière tout simplement parce qu'elle a une tache rouge sur son visage. Donc on a tout ça qui est mêlé à l'histoire grand H, comme je vous ai dit, de plein de choses qui se passent. Et du coup, on a des protagonistes qui souffrent toutes, mais pas au même niveau, même si toutes les souffrances sont valables. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait de nous mettre un personnage blanc au milieu de personnages qui sont non blancs, subissent pas seulement le racisme, parce qu'aujourd'hui, moi en tant que noire en France, je subis le racisme, mais ça n'a aucune mesure avec quelqu'un qui a subi l'esclavage en 1650. On est bien d'accord. Donc on a un personnage blanc qui va se retrouver au milieu de ces femmes noires-là. Je parle des deux, parce que Naila vient de l'époque contemporaine de 2016. On a donc Rosen qui va se retrouver au milieu de ces femmes noires, et en fait l'autrice va nous mettre en face de situations qui sont à la fois très réelles et surréalistes. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'une femme blanche à cette époque devienne amie avec une esclave? Je ne doute pas que ça ait existé. Je pense même que ça a existé plusieurs fois parce que bon, voilà. Mais je suis en train de dire que quand, en tant que lecteur, en plus lectrice noire, j'entre dans un livre comme ça, par défaut, je suis fâchée contre le personnage blanc. Je vous le dis tout de suite, je vais pas mentir. Par défaut, je rentre dans le livre, j'ai envie de déchiqueter tous les blancs. Et vu ce qui se passe ici, ce que 90% en tout cas des esclavagistes font, oui, je pense que c'est à raison. Mais au-delà de ça, Rosen n'est pas juste une colon de plus. Elle a une histoire, elle est profonde, on nous développe en fait tous les personnages. On nous présente
plein de cultures. On n'essaie pas de nous expliquer les cultures, on les humanise en fait. C'est-à-dire que très souvent, dans la lutte pour la réhabilitation et humaniser nos corps, qui par défaut sont humains, mais bon, apparemment on doit s'expliquer, on explique nos cultures. C'est-à-dire qu'on a certaines cultures dans nos pays où on va traiter ça de sorcellerie, de chamanisme, de X, de Y, bref. Voilà, de tous les mots que tu pourras trouver dans le dictionnaire qui sont tous négatifs, bien sûr. Nous, on va être là, on va expliquer que non, c'est un petit peu une propagande qui en a fait de la sorcellerie et qui montre qu'il n'y a que du négatif derrière. Non, au final, c'est juste une harmonie avec la Terre, c'est juste des croyances qui sont différentes des vôtres. Pourquoi est-ce que quand un miracle se passe en Europe, on va dire que c'est Jésus qui a travaillé pour ça, et puis chez nous, on va dire que c'est du vaudou et que c'est de la sorcellerie? Genre, vraiment? Vous avez la réponse, répondez-moi. De façon très... Voilà, je sais que je peux être dure par mes mots, mais il y a miracle et miracle apparemment, hein, n'est-ce pas? Revenons-en au sujet. Ici, on n'essaie pas de justifier. Personne ne justifie sa culture ici. Ils ont le droit d'exister, ils existent. Il y en a qu'on décime, vous le verrez en le lisant, je vous le conseille. Il y en a qu'on décime, il y en a qui meurent, il y en a qui souffrent, il y en a qui, voilà, qui subissent les pires sévices. Pour autant, on est en face de personnages qui disent... Vous faites ce que vous voulez, mais en fait, moi, je suis là. Moi, j'existe, moi, je vis, moi, j'ai une culture qui est différente de la vôtre. Et c'est un état de fait, que vous le vouliez ou non. Et j'ai adoré cette partie. J'ai adoré cette partie parce que je n'ai pas besoin qu'on m'explique que finalement, les Kalinago, c'est pas juste des cannibales, ce n'est pas des cannibales, en fait, nanana. Non, ils font ce qu'ils veulent. Dans toute culture, il y a des choses que tu vas considérer, toi, de ton œil extérieur, de bon et de mauvais. Donc, ils n'ont pas à justifier quoi que ce soit. Tu n'es pas content, tu les laisses dans leur coin et tu passes ta route. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc, pour en revenir aux personnages, ils sont tous assez développés, très développés. Je dirais même que le personnage qui, au final, a été le moins développé est le personnage principal, qui est Nayla. Mais au final, qui est très développé à la fin, en fait. C'est-à-dire que Nayla va être là pour nous permettre de stalker, en fait, si tu le veux, la vie de ces 3 autres personnages et ça a été brillamment fait. En tout cas, moi j'ai été plus intéressée par les 3 autres personnages que intéressée par Nayla. Pour autant, je ressemble plus à Nayla, même si bon, j'ai une histoire très différente. Pour en venir au thème maintenant de ce livre, il y a 3 gros thèmes que moi j'ai retirés. Le premier étant l'identité et la quête d'identité, qui est très bien représentée par Nayla ici et Rosen. Pourquoi? Parce que Nayla est est une jeune fille qui n'aime pas particulièrement son pays d'origine, en tout cas sa terre d'origine, qui est la Martinique. Pourquoi? Parce qu'elle ne la connaît pas. Parce qu'à chaque fois qu'elle y va, c'est inintéressant. Et qu'elle se dit, mais pourquoi est-ce que je devrais m'obliger à aimer la Martinique étant donné que je ne vois rien de bon? Elle est en quête d'identité, dans le sens où elle rejette la Martinique, mais en même temps, son aspect la lie à la Martinique, qu'elle le veuille ou non, en tout cas au peuple noir. Il y a cet aspect et il y a l'aspect aussi de Rosen, au final, celle qui se fait traiter de sorcière, qui va se poser beaucoup de questions sur elle-même par rapport à son ascendance, je ne vais pas spoiler, et aussi par rapport à son rôle en fait, quand elle se retrouve en fait dans une des colonies françaises, elle a rien demandé, et là où avant elle était traitée de sorcière et de moins que rien, et de laideron et de tout ce que tu veux, là, elle se retrouve en position de supériorité par rapport à certaines personnes. C'est-à-dire, oui, je suis moche. Oui, j'ai une vieille tache sur le visage. Oui, je suis une domestique. Ah, mais il y a des gens en dessous de moi, tu vois. Et elle se dit, mais comment ça se fait? Qui suis-je? Et elle remet tout en cause. Tout en perspective, si tu veux. Et c'est très intéressant de suivre ces personnes-là. Le deuxième gros thème que j'ai suivi, c'est très évidemment la bataille. Les batailles, au pluriel même. Parce que forcément ces personnes-là, ces peuples-là ne vont pas forcément se laisser faire, ils vont trouver des moyens de résister et ce n'est pas forcément les moyens dont on s'attend, c'est pas forcément des moyens violents, j'ai bien dit pas forcément. Je ne vais pas spoiler, mais tu sens que l'autrice est quelqu'un qui est chercheuse en fait, qui est historienne, chercheuse, je sais pas exactement quel est son label, donc je ne vais pas spéculer là-dessus, mais tu sens que c'est quelqu'un qui a fait de la recherche pointue, parce qu'il y a des mots pointus, parce qu'il y a des détails dans les cultures que moi, je ne vis plus en Afrique de l'Ouest, non Laurie, tu vis en France actuellement, mais en tout cas, personne venant de l'Afrique de l'Ouest et ayant lu beaucoup de nos histoires en fait de chez nous, ancestrales même je dirais, j'ai retrouvé plein de petits détails et je me suis dit ah ouais
ouais, c'est pas faux. Surtout côté Funmi Layo, bien sûr, parce que Funmi Layo est originaire de la zone actuelle du Nigeria, qui est assez logique. Mais malgré ça, même côté Nonum, il y a des choses que tu peux pressentir en fait. Il y a une certaine harmonie que tu peux pressentir et au final, la bataille ne va pas se retrouver forcément dans la violence. Ils vont trouver plein de moyens de batailler de façon viscérale et aussi de façon douce. Et j'ai adoré ça et c'est une bonne transition pour le troisième gros thème de ce livre qui est l'amour. Vraiment, l'amour avec un grand A, de toutes sortes. Et je dirais même, le plus grand amour que tu trouves ici, c'est l'amour soror. C'est l'amour entre des femmes qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent ensemble, qui ne se connaissent pas, qui ne se comprennent pas. Et j'ai adoré ça, c'est-à-dire qu'on nous montre qu'elles ne se comprennent pas en fait. Elles n'ont rien à voir, elles n'ont pas du tout la même culture. Elles sont en mode limite, est-ce qu'elles parlent la même langue? Tu vois ce que je veux dire? Mais elles s'aiment quand même. Et c'est un concept qu'on voit rarement, malheureusement, dans les livres, parce que nous, on a l'habitude de l'amour romantique, bien sûr. Ici, on nous parle surtout d'amitié, d'amour soror. Et même quand tu as de l'amour romantique, ce n'est pas une romance. C'est loin, très très loin d'une romance. D'ailleurs, le twist qu'il y a eu par rapport au pseudo-amour romantique, j'étais en mode wow, ok, donc l'autrice, elle ose quand même, tu vois. Donc c'est vraiment l'amour et du coup lié à ça l'espoir, c'est-à-dire que à la fin du livre, je vais pas vous dire qu'il y a un happy end, d'ailleurs je vais rien vous dire sur la fin, mais en fait, pendant tout le livre, juste pour vous expliquer à quel point l'amour était présent, pendant tout le livre, il y a eu des moments où j'avais les larmes aux yeux parce que l'histoire est très dure et je suis consciente que c'est des choses qui se faisaient réellement. Que ce soit sur des corps noirs, ou des corps amérindiens, ou des corps peut-être asiatiques, mais en tout cas, c'est des choses qui se faisaient. Donc, ça m'a fait mal de voir ça. C'est décrit, c'est très vrai. Et au-delà même de la description physique de violence physique, il y a la violence psychologique que tu retrouves là-bas où on a toujours des relents aujourd'hui de façon contemporaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2022, le racisme, on n'a pas claqué des doigts pour qu'il finisse, en fait. Il est encore là, qu'on le veuille ou non. Donc je me suis retrouvée dans pas mal de situations, pas avec la même ampleur, mais pour autant, je me suis dit, ouais, moi je me plains déjà de ce que je vis aujourd'hui dans ce domaine-là. J'imagine pas ce que mes ancêtres, mes mamans, en fait, ont vécu à cette époque. Malgré ça, à la fin du livre, même si j'avais tout le temps les larmes au bord des yeux, enfin bref, t'as compris, à la fin du livre, j'étais en mode, waouh, c'est beau, j'ai aimé, je suis remplie d'amour. C'est-à-dire que j'ai fini ce livre et j'étais remplie d'amour et j'étais remplie d'espoir. Et je me suis dit, comment c'est possible avec un livre avec autant de violence? Comment c'est possible? How did you do that? Bref, en tout cas, chapeau à l'autrice. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire mon avis final comme je fais d'habitude. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un coup de cœur, comme j'ai dit au début, mais je n'ai pas adoré dans le sens où j'ai souffert. Je pense que j'ai assez répété ici, je n'aime pas souffrir en lecture. Pour autant, je ne regrette pas et je pense que je relirai ce livre. Je le relirai plusieurs fois, je l'offrirai, offrez-le autour de vous. Il n'y a pas d'âge pour le lire. C'est vrai qu'il est dur, mais pour autant, je tiens à préciser, il est édité aux éditions Slalom, qui est une maison d'édition young adulte, mais ce n'est pas un livre young adulte. C'est un roman tout court. Genre vraiment, je dis pas ça pour le vendre ou quoi, parce que l'autrice l'a confirmé. Et moi, en le lisant, je le sentais en fait. Parce que tu sens quand c'est fait pour les jeunes adultes, pardon, tu le sens. Ce n'est pas non plus estampillé adulte, ça ne peut même pas être estampillé adulte parce qu'il n'y a pas de thème que les jeunes adultes ne devraient pas lire. Il n'y a pas de prise de parti pour lesquelles il faudrait être d'une certaine maturité pour les lire. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tous les âges devraient les lire, pour moi. Tous les âges à partir de, 15 ans, parce que quand même, c'est assez dur. Mais encore, j'ai envie de dire, vos jeunes, il faut les mettre dedans dès le début, hein, qu'ils sachent. C'est de l'histoire au final. C'est un livre historique qui se rapproche, selon moi, du réalisme magique que tu peux trouver en Amérique du Sud. Je ne dirais pas fantastique parce qu'au final, le côté entre guillemets fantastique de l'histoire est mêlé à des croyances dont je ne sais pas l'accuracy actuellement. Je dis l'accuracy, c'est en anglais, comment on dit ça? La véracité, dans le sens où je ne sais pas à quel point c'est vraiment les croyances des peuples à l'époque ou maintenant. Et quand c'est des croyances, pour moi, tu peux pas dire que c'est du fantastique parce que tu estampilles le fait que ce soit complètement faux, alors qu'on te parle de croyances de personnes. Bref, donc moi je mettrais ça plus dans la case du réalisme magique. Tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un retour dans le passé, donc quand même, voilà, même si c'est pas à côté, c'est pas un retour dans le passé qui se passe de façon science-fiction, je tiens à préciser. Voilà pour ma revue, elle était un petit peu longue, j'ai vraiment aimé ce livre et je vous le conseille, voilà, j'espère que je pourrai faire un montage assez court pour que vous alliez jusqu'au bout. Si t'es arrivé jusqu'à la fin,
jusqu'à là dans la vidéo, déjà, merci beaucoup. Merci. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ne serait-ce que pour le livre. Je pense qu'il mérite. Voilà, donc lâchez vos pouces bleus. Dis-moi ce que tu en as pensé si tu l'as lu en commentaire, parce que je sais que ma petite clique sur Instagram, j'essaie de les pousser un peu à lire le livre, tu vois. Donc, j'espère que vous avez lu les meufs, parce qu'il y a quasiment que des meufs, c'est pour ça que j'ai dit les meufs. Mais j'espère que vous l'avez lu ou que vous allez le lire. Sinon, donnez-moi vos dates d'anniversaire, je sais déjà ce que je vais vous offrir. En tout état de cause, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.